Comme journaliste, il avait une plume redoutable. Comme député, il n'a rien perdu de son mordant. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Michaud. Bonjour. M. Michaud, vous êtes venu en politique par le journalisme. Et dans les années 50, vous aviez une plume assez féroce contre le régime Duplessis, l'Union nationale. Vous devez vous rappeler des critiques que vous avez faites à l'époque. Bien, écoutez, sûrement parce que les journalistes d'opposition au régime de M. Duplessis, j'espère que j'en oublie pas, mais je pense que nous étions 3 dans le Québec. Bien compté. Et il y avait Jean-Louis Gagnon, qui était directeur et rédacteur en chef du journal du Parti libéral, Le Canada. Il y avait M. Georges-Émile Lapalme de Joliette Journal à Joliette. Il y avait moi qui étais directeur du Clairon de Saint-Hyacinthe, successeur de Télésphore Damien Bouchard, qui a été un des personnages les plus colorés de la politique québécoise, je dirais, de 1900 à 1945-50. Donc, nous incarnions l'opposition au régime Duplessis, ce qu'on a appelé, entre guillemets, la grande noirceur. Il y a eu une noirceur. Est-ce qu'elle était si grande que cela? Je laisserai les historiens en juger. Mais il est vrai que l'exercice de la profession de journalisme à l'époque vous menait presque directement à l'opposition à ce régime césaro-politique, césaro-religieux politique. Tout ça était mêlé chez Duplessis. À telle enseigne que quand je publiais le journal Le Clairon, d'opposition au régime de Duplessis, M. Daniel Johnson père, qui était député de Bagotte, et le Clairon s'étendait jusqu'à Actonville, les villages et les municipalités où rayonnait le journal Le Clairon. M. Johnson père appelait ceux qui annonçaient dans le Clairon, comme les marchands de meubles, et les menaçait de ne plus avoir de contrat du gouvernement pour vendre aux commissions scolaires si on annonçait dans le Clairon. Il y avait une sorte de petite terreur un peu qui régnait. J'ai écrit des choses assez violentes. Est-ce que je le regrette? Non. Mais j'y pense avec une certaine nostalgie. Je devais avoir 23-24 ans et j'avais écrit un éditorial, mais furieux contre Duplessis, qui s'appelait Le Vieux. Et M. Duplessis devait avoir dans les 62-63 ans. Alors qu'aujourd'hui, les ans se sont accumulés chez moi et que je suis devenu octogénaire. Je crois que j'aurais changé de titre si j'avais pensé que j'aurais vécu tant de nombre d'années. Est-ce qu'à l'arrivée... Voilà. Duplessis, pour moi, journal d'opposition, journaliste d'opposition, de 51 à 60. Et l'arrivée du gouvernement Lesage en 60? Oui. Est-ce que ça a fait de vous un militant libéral ou si vous l'étiez avant? Je l'étais avant. Ma femme, Monique, a été présidente des femmes libérales du comté de Saint-Hyacinthe dans les années 1955. Et en 1956, nous avons réussi, je dis bien, et c'est moi qui ai été allé chercher René Saint-Pierre, qui a été ministre des Travaux publics. Je pense au début des années 60, et nous avons battu le candidat de l'Union nationale dans la circonscription de Saint-Hyacinthe. Vous étiez toujours journaliste? Toujours. Est-ce que vous étiez aussi critique à l'endroit du gouvernement Lesage dans les années 60-66? La question est piégée. Forcément non, il faut donner une chance aux coureurs. 1960, c'était un vent d'air frais. C'était une sorte de libération. Entre guillemets, c'est un grand mot parce que le Québec, sous Duplessis, n'était pas prisonnier à ce point-là. Mon appréciation du régime Duplessis a changé avec la superposition des ans. Mais il fallait donner une chance aux coureurs. 60, la création du ministère de l'Éducation,
C'était quand même quelque chose. 62, la nationalisation de l'électricité avec René Lévesque. Alors, non, j'étais beaucoup moins critique, d'autant plus que j'ai quitté le Clairon pour devenir directeur de la Patrie. Il est une chose que je n'ai jamais répudiée. Alors, que ce soit le gouvernement Duplessis, le gouvernement libéral, c'est la défense et l'illustration de la langue française. J'ai toujours gardé le cap et, au besoin, je critiquais violemment, souvent, le Parti libéral en matière linguistique. Qui vous a convaincu ou quel événement vous a convaincu de faire le saut en politique pour le Parti libéral en 1966? Ah ben ça, c'est René Lévesque. René a collaboré au journal Le Clairon dans les années 1951. Et je lui payais, il était au service international de Radio-Canada, je lui payais 5 $ par article. Mais en 1966, quand René est venu me demander, nous étions 3 députés. À ce moment-là, il dit, écoute, j'ai demandé à François Aquin, dans Dorion, à René Lévesque. René était dans Dorion, moi j'étais dans Gouin, et Mercier pour Robert Bourassa. Alors on était les 3 jeunes recrues, si vous voulez, de jeunes espoirs, entre guillemets, du renouvellement de la jeunesse du Parti libéral du Québec à cette époque-là. Mais c'était intéressant. Hein? Alors, il était certain que nous étions destinés à prendre le pouvoir. Mais le comté de Gouin, à cette époque-là, là, c'était quel genre de population? Est-ce que c'était homogène? C'était assez homogène. Ce qu'on pourrait appeler de ce que les Américains appellent la lower middle class. La classe moyenne légèrement inférieure par opposition à la upper middle class. Alors, mettons classe moyenne à peu près. Là, pas nécessairement là, des gens sous le seuil de la pauvreté ou autres, qui avaient des poches de pauvreté, bien sûr, dans la circonscription, mais c'est une circonscription, entre guillemets, assez libérale, de mœurs aussi, et puis... Bon, ça me convenait bien, quoi. À cette époque-là, quel genre de campagne vous meniez, là? Est-ce que vous faisiez du porte-à-porte, des discours de... J'avais fait venir de Paris un autobus parisien. C'était la première fois que les Montréalais et les Québécois voyaient ça. Alors, je me promenais en autobus, rappelant un peu les tournées américaines. Vous savez, en train, où vous aviez là, les Franklin Delano Roosevelt et tout ça, et j'avais un autobus parisien, et ça a été filmé, ça a été la... je pense que c'est ça qui m'a fait gagner mon élection. C'était pas mon intelligence, c'était pas ma préparation, mais mon autobus a contribué grandement à mon élection dans Gouin avec quelques 2-3 000 de majorité. Mais la victoire vous semblait inévitable? Ah, elle semblait inévitable, tout le monde la prédisait. Et finalement, l'Union nationale a eu 51, quelques pourcentages des voix. Non, c'est-à-dire 41. Le Parti libéral, 48. Et le Parti libéral s'est retrouvé dans l'opposition, avec l'Union nationale, avec une minorité de voix à l'exercice du pouvoir. Alors, vous, comment vous avez réagi en voyant que, bon, vous êtes élu pour la première fois, mais votre parti tombe dans l'opposition? Je vais vous raconter une histoire que vous ne répéterez à personne. Promis. Nous nous retrouvons, quelques militants, avec M. Lapalme, avec M. Lesage, avec Pierre Laporte, Paul Gérin-Lajoie, François Aquin, moi, au Saint-Denis, qui était un club fashionable de Montréal. Et dans cette salle, nous parlions de la défaite et tout cela. Bon, c'était quelques semaines après. Et finalement, je regarde la peinture qui était au mur. C'était un nu féminin sur les sables avec des vagues. Et je m'étais approché pour voir le titre de la peinture. Et je me suis retourné et j'ai dit, savez-vous, connaissez-vous le titre de cette peinture? Et personne ne l'avait vu. J'ai dit, l'épave. Alors, c'était la grande rigolade. Ah, nous étions tous défaits, hein, n'exerçant pas le pouvoir dans l'opposition, et nous commentions les résultats d'élection devant l'épave. Nous étions des épaves politiques devant ce tableau très, très réaliste. Hein. Mais j'imagine que vous étiez un petit peu moyennement déçu de voir que vous étiez venu à la politique
pour occuper une fonction de pouvoir. Sans doute, mais moi, pas tellement. Pas tellement. Pour ceux qui avaient déjà exercé le pouvoir, c'était la catastrophe. Pour le nouveau député que nous étions, sans doute pour Robert, pour Robert Bourassa, oui. François Quin, oui, il était président de la commission jeunesse du Parti libéral. Pour moi, je ne me souviens pas avoir été à ce point déçu. Il faut croire que mon tempérament, mon caractère et que le destin a toujours prévu, dans mon cas, être contestataire et être dans l'opposition de quelque chose. C'est bien connu. Vous étiez avec M. Haquin, M. Bourassa, oui. Des recrues, sorte de stars dans le parti, dans la députation. Est-ce que vous avez été bien accueilli par vos nouveaux collègues? Non. Non. Bon, la réponse est non. J'ai un petit côté frondeur, un tantinet cabotin parfois, rebelle, insoumis, dans les réunions du groupe parlementaire que l'on appelle caucus. J'exprimais toujours sur pas toujours, mais sur plusieurs projets de loi, parfois un soupçon de dissidence, parfois une vraie dissidence et parfois une violente dissidence. Alors, ce qui faisait de moi un être un peu à part dans la députation. Moi, je ne cherchais pas à être aimé. Parmi les hommes, les députés, jamais. Les femmes, oui, mais pas les hommes. Vous souvenez-vous de vos premiers discours, de vos premières interventions? À l'époque, on appelait ça l'Assemblée législative. Oui, l'Assemblée législative. Ma première intervention, je crois, a été à propos de l'abolition de l'Assemblée, du Conseil législatif, chambre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui était une sorte de Sénat. Comparé à l'Assemblée nationale. Et le premier ministre M. Johnson, Daniel, avait proposé l'abolition du Sénat. Et je me souviens que je l'avais félicité. Un de mes premiers discours, c'était le seul d'ailleurs dans lequel, pendant 4 ans, j'ai félicité le gouvernement au pouvoir, c'était l'abolition du Conseil législatif. Après ça, j'étais plutôt très critique. Sur des points de détail, mais qui faisaient enrager l'Union nationale. Un jour, un projet de loi est déposé qui s'appelle « Loi sur la sûreté provinciale ». Alors, je me lève, je demande à M. Johnson, on se connaissait bien, M. Johnson et moi, Daniel Père, toujours. Alors, je lui dis, mais sûreté provinciale, qu'est-ce que vous faites de la sûreté qui est à Montréal? Parce qu'en France, il y a la sûreté nationale, etc. Alors là, Johnson me regarde, je dis, on reprend la rédaction. Dans l'opposition, en particulier pour les nouveaux députés, il y a des dossiers particuliers qui leur sont confiés. En aviez-vous, vous? J'avais la concentration de la presse. Oui. Monsieur Lesage m'avait confié ce dossier-là. J'étais en second sur les affaires culturelles, Pierre Laporte étant le leader, si vous voulez, le chef de file. J'étais en second avec François Aquin sur les affaires culturelles. Pour autant que je me souvienne, c'est à peu près les dossiers prioritaires, bien que j'étais parfois appelé à intervenir. Monsieur Lesage vient me voir un jour, puis il me dit demain, tu parles 1 heure sur... demain. Ah, j'ai dit oui. Oui, j'ai dit, c'est quoi le sujet? Il dit le naufrage de la Marie-Clarisse. Vous savez, en Gaspésie, il y a eu un naufrage. J'ai dit pardon? Il dit oui, je vais te faire des notes. Et M. Lesage m'avait fait des notes sur le projet de loi, à noter, de A à Z. J'ai parlé pendant 1 heure sur un sujet que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai été brillant, mais pas à cause de moi, à cause de M. Lesage, avec lequel j'ai toujours gardé d'ailleurs des rapports très intimes et affectueux, même après que j'ai démissionné. M. Lesage venait me voir, me donnait des conseils. J'étais député, puis parle-en pas à personne. Il me donnait des conseils sur la procédure parlementaire. Et sa disparition m'a toujours laissé beaucoup de regrets. Celle de René, bien sûr, et celle de Bourassa. Ils sont tous partis.
ces trois hommes, pour des choses à des degrés divers et que j'ai toujours respecté, que j'ai toujours aimé. M. Lapalme aussi, qui a été une sorte de mentor pour moi en politique. Ces trois livres, Le bruit des choses réveillées, Le paradis du pouvoir, ces mémoires sont absolument extraordinaires. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours cité, pensant être à l'Assemblée nationale, mais je n'étais pas à l'Assemblée nationale comme journaliste. M. Lapalme contre Duplessis, au moment où je vous parle, il s'adressait à Duplessis, hein, je n'ai qu'à me retourner. Vous savez, le minerai de fer d'Onondaga qui était vendu une scène la tonne aux Américains. Alors, M. Lapalme, je n'ai qu'à me retourner sur les bords du Cap Diamant et je vois des cargos américains emportant des lambeaux de la patrie québécoise, le minerai de fer de Longava qui demain sera ouvragé dans les aciéries de Pittsburgh et de Cleveland par les travailleurs les mieux payés au monde. C'est de l'art oratoire. Non, mais c'était de l'art oratoire, mais avec une qualité de la langue que c'est beau. Moi, c'était avec ravissement que j'ai... Ça n'existe plus, ça, au Parlement. Hein. Je ne sais pas, on passerait pour un rigolo ou un zigoto si on s'exprimait de cette manière. Mais c'était le beau temps du parlementarisme, quoi. Mais tout s'en va, hein, tout s'en va. La langue s'effiloche. On n'enseigne plus le français ni au primaire, mal, et au secondaire encore plus mal. Les cégepiens ne peuvent pas passer un examen de français. Il y a à peu près la moitié qui... On rabaisse toujours le quantum pour réussir. Alors, bon, enfin, là, je pense que je m'égare parce que je continuerai à trop parler sur ce sujet-là qui mériterait que l'on consacrât des heures, sinon des nuits. Entre 66 et 70, au moment où vous étiez député, c'était connu que le métier, que la fonction n'est pas très bien rémunérée. Vous avez continué, vous, parallèlement, votre métier de journaliste. Oui, mais c'était pas pour le fric, hein. Bon, non, c'était pas pour l'argent. Ouais, j'ai continué pendant 7 jours. Je crois que j'étais payé 25 $ par semaine, ou quelque chose du genre. 7 jours pendant 2 ans, et après, j'ai repris avec René Lévesque le Clairon. Mais je n'ai jamais quitté le journalisme. Hein. Pour moi, ce n'était pas incompatible que je sois à la fois journaliste et à la fois député à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas incompatible pour moi. Il y en a peut-être qui verraient des conflits d'intérêts aujourd'hui, mais à l'époque, je ne crois pas. J'étais seul. Ça me permettait d'avoir une tribune parce que je reprenais peu ou prou les interventions que je faisais à l'Assemblée nationale. Je me souviens très bien, lors du congrès du Parti québécois, du Parti libéral, où René Lévesque est parti, oui. Au Château Frontenac. Et tout le monde a oublié, sauf moi, qu'il y avait 3 versions sur la question nationale. Il y avait la version du parti, avec Éric Kerens, M. Lesage. Il y avait la version René Lévesque et il y avait la mienne. J'avais fait, et ça a été publié dans 7 jours, pour une confédération canadienne, une vraie. Une confédération, c'est une fédération d'États souverains, les deux, souverains, qui délèguent une partie de leur pouvoir à un organisme supranational. C'est ça, une confédération. En 67, comme M. Lévesque enfin, 66-67, quand M. Lévesque a quitté le Parti... 67. Le Parti libéral, plusieurs s'attendaient à ce que vous le suiviez, que vous quittiez vous aussi. Pourquoi vous ne l'avez pas fait à ce moment-là? Bien, écoutez, ça faisait 11 mois que j'étais député. Je trouvais ça... moi, j'étais sonné. Hein, et j'ai pensé aux électeurs de ma circonscription. Je me suis dit, ben, ils ont voté pour moi pour être dans le Parti libéral. Alors, je trouvais ça un peu fort de café, bien que ai-je été tenté? Non, je crois que la fidélité à ceux-là qui m'avaient donné un mandat de les représenter a transcendé sur toute décision que je pouvais prendre. J'ai toujours été respectueux de la volonté populaire et je me voyais mal. Je me voyais mal, je ne sais pas, envoyer à l'ego et tenir pour quantité nulle le mandat que j'avais reçu des électeurs. C'est une forme d'honnêteté, je pense, qui existe encore un peu, mais c'est une honnêteté élémentaire pour moi. On vous connaît comme une personne un peu rebelle, critique. Beaucoup. Aviez-vous de la difficulté avec la discipline de parti? Ah, c'est sûr. Ah oui. La discipline de parti est infâme.
Infâme, et je crois que c'est contre l'exercice de la liberté, de la libre expression. Aux États-Unis, les sénateurs à la Chambre des représentants, démocrates ou républicains, votent très souvent contre la discipline du parti. On ne les exclut pas. Il y a des sénateurs républicains modérés qui vont voter avec les démocrates, des démocrates un peu plus à droite qui vont voter au mérite sur chacun des projets de loi qui est présenté devant la Chambre des représentants. Alors, si les Américains font ça, pourquoi on ne tolère pas dans nos partis politiques le droit à la dissidence? Mais la discipline de parti, je pense, est contre l'exercice de la démocratie et contre les libertés fondamentales d'un député qui a droit à ses opinions, qui a le droit d'être dissident et le dire, tout en restant dans la formation politique qu'il respecte. Et il y a peut-être une chose sur 50 éléments du programme dans laquelle il n'est pas d'accord. Pour les 49 autres, il est d'accord. Il n'est pas obligé de démissionner ou... Voilà. Alors, je trouve que c'est complètement ridicule. Mais la loi d'Airain est toujours là, hein? Quand vous avez exercé le métier de député, vous disiez que c'était un métier difficile. Ouais. Pensez-vous toujours la même chose? Ah, toujours la même chose. Les gens croient que c'est facile, mais tout ce que je vous dis, là... Pour la liberté de penser? Oui, sur la liberté de penser, oui, c'est difficile de voter. Bon, est-ce que la loi, il faut mesurer, est-ce que la loi pour laquelle je vais voter pour ou contre, est-ce qu'elle est dans l'intérêt public? Est-ce qu'elle est dans l'intérêt de la majorité des citoyens? Et c'est pour ça qu'on élit des députés. C'est pas pour être des enfants dociles à servir une discipline de parti. Alors moi, je souhaiterais, si tant est que la chose soit possible, qu'il y ait beaucoup plus de voix de discordance, de contradiction à l'intérieur des débats de l'Assemblée nationale, parce que c'est de cette discordance que jaillit la lumière. Ça se fait un peu en commission parlementaire. Toujours dans les ténèbres. Ça se fait un peu en commission parlementaire, quand même. Oui, mais c'est plus... Bon, les commissions parlementaires sont moins suivies, d'ailleurs, que les débats de l'Assemblée nationale. Oui, en commission parlementaire, on peut faire des petits arrangements cosmétiques sur certains projets de loi, mais c'est toujours la volonté de la majorité qui prime, hein. En 67, visite du général de Gaulle, oui. Sa fameuse déclaration « Vive le Québec libre » à Montréal. Beaucoup de critiques à son endroit. Est-ce que vous étiez à l'aise avec ces critiques-là? Beaucoup de critiques. Vous m'avez demandé quelques documentations. Vous allez voir dans ce que je vous ai fait parvenir via l'audiovisuel. Je parle ça à la génération de l'audiovisuel, on est en plein là-dedans. Je vous ai fait parvenir une photo de René Lévesque et moi, alors que nous étions à l'intérieur de l'Hôtel de Ville, et au moment même, 3 secondes après, que le général eut dit Vive le Québec libre, avec sa phrase qui précède « Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez à personne. Cette journée me rappelle l'atmosphère de la libération. » Ah, alors, c'est beau, l'atmosphère de la libération. On voit De Gaulle descendre. Et puis, vive le Québec libre. Alors, il y a un photographe. On était accroupis, René et moi, devant un appareil de télé. Et vous allez la voir, cette photo-là. J'imagine que vous allez la passer au moment même où le général crie « Vive le Québec libre ». Et 3 secondes après. Alors, répercussion. Évidemment, caucus du Parti libéral. Alors là, c'est le froid, on se déchire, le voile du temple, etc. Je me tiens un peu en retrait. L'évêque est à ce moment-là indépendant. Hein? Il a quitté le Parti libéral au début de 67, ouais. Et 6 mois après, le général, alors lui, il est plus à l'aise. Moi, je me retrouve tout seul avec François Aquin. Et encore là, je me dis, bon, le général vient de dire « Vive le Québec libre ». Libre de choisir son destin? Ben, il a bien raison. Tous les peuples ont le droit de choisir leur destin. C'est pas imposé, ça, par une volonté supradivine. Alors, là, François Aquin démissionne. Il était le premier député gaulliste à l'Assemblée nationale du Québec.
Je me souviens de son discours. François est un homme d'une grande qualité intellectuelle, avec une maîtrise du verbe, de la langue. Je veux être Érostrate ou Prométhée, voler le feu des anciens temples et en incendier de nouveaux. Imaginez-vous à l'Assemblée nationale du Québec. Érostrate ou Prométhée, pour la plupart de ceux qui écoutaient ça comme députés, c'était des joueurs de hockey. Mais enfin, glissons mortels, n'appuyons pas. C'était un très beau discours de François. Mais je suis resté pour l'heure sur mon quant à moi ou sur mon quant à soi et j'ai attendu. J'ai attendu. J'avais une si longue fidélité au Parti libéral depuis les débuts, depuis que j'avais 20 ans. Mais dans ma famille, c'était presque un code génétique, c'était un héritage. On était rouges, on était libéraux avec M. Bouchard dans la ville où je suis né. Alors, c'est difficile de s'arracher à ce qui est notre substantifique moelle, ce qui fait notre être. C'est très difficile. Alors finalement, j'ai entendu, mais quand est arrivé avec l'Union nationale, le cirque de la loi 63, alors là, j'ai dit, c'est la fin de la régression. Voilà. Mais avant ça, vous avez été responsable du dossier de la concentration de la presse. Oh mon Dieu, oui. Est-ce que ça a donné des résultats? Parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Ça a donné des résultats certains. Monsieur Desage, bon, moi, j'ai été directeur du Clairon. En fait, j'ai été directeur de 3 journaux. Directeur et rédacteur en chef, Le Clairon, La Patrie et Le Jour, que j'ai fondé avec René et Jacques Parizeau. À la commission sur la concentration. M. Lesage m'avait confié le dossier. Il dit, tu es journaliste, tu connais ça, etc. Et il m'a laissé les pleins pouvoirs. J'ai une photo de lui où Paul Desmarais vient comparaître. J'avais étudié le dossier avant. D'autant plus que j'avais travaillé comme directeur de La Patrie pour la famille Berthiaume. Donc, je connaissais le dossier par cœur, ayant vécu ça de l'intérieur. Et il fallait que le testament de M. Berthiaume, grand-père, qui avait attribué ses biens à ses petits-fils, enfin, tout un mélange de code civil, il fallait que l'Assemblée nationale statue et change les dispositions testamentaires du grand-père pour que Paul Desmarais achète le journal La Presse. Et au resco-référence, je tremble en l'évoquant. C'est moi qui ai donné la permission à Paul Desmarais d'acheter La Presse. Sur mes conseils, ça a passé comme du beurre dans le poêle. Aujourd'hui, je me mords un peu le front avec les dents d'en haut. Mais, enfin, on ne refait pas l'histoire. Hein. Mais là, je confesse que c'est un des actes que je ne referai pas, si tant est que Pour quelle raison? Il m'ait été donné de le faire. Ben, c'est parce que toutes les formes de concentration sont nuisibles. Toutes les formes de concentration. La liberté de la presse est un des plus précieux, des joyaux les plus précieux qui a été donné à l'être humain. Il n'y aurait jamais eu de révolution sans la liberté française. Il n'y aurait jamais eu de parlement sans la liberté d'expression au royaume, en Angleterre. Oui, incidemment, vous savez que le Parlement du Québec est le 2e Parlement du monde. Le premier en Angleterre. J'ai étudié ça avec la motion scélérate qui m'a été votée le 10 décembre 2000. Alors, après ça, il y a eu la Révolution française. Mais le plus vieux Parlement de l'histoire de la liberté d'expression, c'est ici, 2e. 1760, je sais pas quoi, 70. On a raison d'en être fiers. Ah ben oui, ben oui. On continue la semaine prochaine, M. Michaud. Je vous en prie.